Tchabou Gabou Floribert. Je suis député national élu du territoire d'Ndjougou et actuellement je suis le président des caucus des élus de la province de l'Itourie. Alors, par rapport au patriarche que nous avons atterri hier, je dirais ceci. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État qui s'est personnellement impliqué pour que tout se passe dans l'ordre et que le patriarche puisse vraiment être atterré à toute dignité. Et également, par le chef de l'État, à qui nous rendrons un vibrant hommage, nous voudrions aussi remercier le président des deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ça, oublier aussi d'autres personnes, comme les députés de l'Itourie, qui ont aussi contribué pour que tout se passe dans l'ordre. Et sans oublier également les autres personnes de bonne volonté qui ont contribué pour que le patriarche soit atterré dans des conditions qui sont vraiment très bonnes. Alors, mon impression est celle-ci. Dès le départ, je crois que le chef de l'État a lui-même s'est présenté pour pouvoir rendre l'hommage au patriarche au palais du peuple. Deuxièmement, le corps du patriarche a suivi l'itinéraire qui a été convenu dès le départ et chacun, à ce qui le concerne, a rendu le dernier hommage au patriarche, que ce soit à Kisangani, à Bounia et également à Aru. Et cela voudrait dire que le patriarche, nous l'appelons ainsi parce que c'est quelqu'un qui a dépassé la limite de ce que lui pouvait faire. Il n'est pas resté ancré dans sa propre province, mais il est allé au-delà. Et il a gagné la confiance de beaucoup de personnalités et des fils et des filles de l'Itourie. Voilà, c'est ce qui a fait qu'il y ait un grand engouement pour son enterrement qui s'est passé vraiment en dignité. Nous avons vu et vous avez également constaté avec nous que la foule est arrivée nombreuse. La cérémonie s'est passée dans une ambiance tout à fait normale et nous croyons que le patriarche à ce moment-ci se repose dans le mausolée qui est le sien, qui est érigé justement tout près du chef-lieu du territoire d'Aru, qui est son territoire d'origine. Voilà, ça c'est l'impression que moi j'ai. Et il y a eu beaucoup de larmes dans la mesure où le patriarche a travaillé comme un rassembleur. Il a tenu à ce que la grande province orientale puisse travailler dans l'unité. Il n'a jamais souhaité que la province soit démembrée, mais hélas, cela a été fait. Mais cela n'a pas empêché que lui puisse être partisan de l'unité. Il pouvait donner à chacun selon la justice et il était pour tout le monde. Et à un moment, il a même oublié sa propre famille par rapport aux intérêts de la population et de ce qu'il devait le faire. Donc voilà ce qu'a été mon impression par rapport à l'enterrement et la cérémonie qui s'est déroulée hier. Voilà. Alors, je crois que ça c'est une question d'actualité, c'est une question qui préoccupe aussi même au plus haut niveau. Et je crois que le processus avec le M23 semblait avoir avancé dès lors qu'on devait avoir la rencontre de Luanda, où il était prévu que les deux présidents se rencontrent, le président Félix Tshisekedi Antoine et son homologue rwandais, et la rencontre n'a pas eu lieu. Et au même moment, je crois qu'il y a eu plusieurs attaques de la part de M23, rendant ainsi le processus tout à fait anormal. Donc, à l'heure où nous en sommes, je crois que le pays est pratiquement à difficulté dans la mesure où nous sommes déjà, nous nous heurtons déjà à une sorte de rébellion contre la République. Et je crois que pour le moment, la hiérarchie doit mettre la batterie en marche et aussi informer la population à bonne due forme pour qu'ensemble nous puissions savoir quelle doit être la direction que nous devons prendre pour que le pays puisse revenir vers la paix. Et évidemment, par rapport à la rébellion, vous voyez, nous, en tant que parlementaires,
je vous l'ai dit, Taton, je suis le député national et également président des caucus des élus de l'Ituri. Nous avons notre rôle aussi à jouer. Notre rôle, c'est par exemple la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire l'Assemblée ne doit pas croiser les bras. En dehors des autres déclarations ou des lois que nous votons, nous avons cette machine-là, qui est la diplomatie, que nous devons mettre en marche. Et ce qui nous a même conduit la fois passée, avec une délégation conduite par Honorable Lambert Mende, nous sommes allés voir nos homologues ougandais. On a discuté avec eux. Donc, la guerre que nous avons avec le MB3, elle est là. Et pour le moment, dès lors que la rencontre a échoué entre les deux chefs d'État, nous devons maintenant réfléchir à profondeur et affûter des stratégies et pour savoir qu'est-ce que nous devons exactement faire, qu'est-ce que nous devons faire exactement par rapport à la guerre. Sinon, le pays est là, déjà confronté à cette vie, parce que ça fait plusieurs mois, ça fait même 2 ans, je crois qu'on n'a pas encore récupéré le territoire, surtout sous le contrôle du M23. Bien, voyez-vous, j'ai préféré parler à partir de Aru. Aru, c'est un territoire où il y a du calme, en dehors des banditisme peut-être, mais Aru, il n'y a pas la sécurité comme ailleurs. Et moi, en tant que président du caucus des députés de l'Ituri, j'ai préféré parler à partir de Aru. Pourquoi? Parce que Aru devrait être aussi un exemple pour les autres territoires. À l'instar de Ndjougou et du territoire d'Irum aussi, ce sont les 2 territoires où il y a quand même de sécurité. Alors, actuellement, à propos de l'Ituri et plus précisément à Ndjougou, je crois que il y a encore des massacres, des tueries humaines. Il y a la dernière information que je viens de recevoir, il y a même des personnes qui ont été arrêtées. Il y a déjà qu'on a arrêté, je sais pas, depuis quelques temps. Et il y a encore un groupe qui a été aussi arrêté, qui venait, je crois, de Mongols, je ne sais pas d'où. Il y a aussi des gens qui ont été dévastés. Donc, à l'instant où nous parlons, sur le plan sécuritaire, il y a encore des gens qui sont de mourir à l'Ituri. Et c'est vrai que l'Ituri, c'est toujours sous l'état de siège, ça c'est vrai, mais je crois que l'État devra faire davantage, dans la mesure où les gens continuent à mourir. Pourtant, on a l'état de siège. Nous sommes passés récemment avec la première ministre de notre gouvernement, la chef, l'excellence Judith Soumino. On a fait une mission d'évaluation de l'état de siège. On a commencé par le Nord Kivu pour aboutir à Ituri. Et certainement, la première ministre, avec son équipe, après le débriefing, je crois, elle a soumis des recommandations au chef de l'État qui certainement, dans les jours qui viennent, prendront des décisions pour que nous puissions avancer dans le bon sens. Toujours des décisions ou des recommandations qui doivent amener à ce que justement les tueries, les massacres puissent s'arrêter à l'Ituri. Exactement. Nous, en tant que députés nationaux, je me rappelle, nous avons par exemple soumis ce que nous avons appelé les plans de la sécurisation de 2 territoires qui sont vraiment des foyers des hostilités. Et ces plans de sécurisation avaient prévu toute une gamme de mesures. Mais nous l'avons soumis aux autorités compétentes, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu des réponses. Parmi les plans que nous avions en tant que députés, nous sommes dit par exemple qu'on pouvait avoir une brigade en Ndjougou et une autre à Irum, avec des bataillons organiques bien équipés pour pouvoir sécuriser la population. Et au même moment, nous avons aussi dit que l'État devrait aussi s'occuper des groupes armés pour que ceux qui acceptent le processus de paix soient récupérés et que peut-être seuls les récalcitrants puissent avoir à faire avec le feu. Donc, c'est cela des propositions que nous avons formulées, mais ce n'est pas à nous de décider. Nous avons fait ça à la consommation de la hiérarchie et c'est à elle de décider. Donc, les députés ne dorment pas. En dehors de ça, présentement, par exemple, les députés ont conçu un forum de paix sur l'Ituri. Ce programme avait pratiquement débuté au niveau de la primature, mais à un moment donné, il s'est arrêté. Alors pour le moment, nous essayons de faire ressusciter le programme. Donc en dehors de cette mesure-là de sécurisation des 2 territoires, nous sommes dit qu'au même moment où nous sommes en train de sécuriser les gens, il va falloir que les Ituriens puissent se parler entre eux. Donc l'aspect où il peut y avoir des conflits, qu'on puisse en parler, mais pendant que
on est sécurisé par notre propre armée. Et le plan, c'est une alternative à l'état de siège? Non, par rapport aux recommandations, donc vous devez comprendre que nous sommes venus faire une évaluation. Oui. Il y avait déjà des mesures qui ont été prises 3 mois après l'état de siège. On avait fait des recommandations qui n'étaient pas encore exécutées. Alors, en dehors de ça, nous sommes venus actualiser, à part les anciennes recommandations qui n'ont pas été appliquées, on est venu maintenant pour actualiser. Il y a des faits nouveaux qui concourent à ce qu'on devrait maintenant revoir la situation. Donc, somme fait de tout cela, la Première ministre, Excellence Minois, a fait un débriefing. Et elle a envoyé toutes ces recommandations auprès du président de la République. C'est à lui de répondre dans les jours qui viennent, mais je crois dans le sens d'alléger l'état de siège. Quand vous lisez les termes de référence de la mission de la chef du gouvernement, c'est-à-dire nous allons vers l'allègement de l'état de siège. Vous savez, la mission de l'Ouganda a été critiquée par beaucoup de personnes. Évidemment, je l'ai dit avant, les rôles des élus ne nous épargnent pas de mener la diplomatie parlementaire. Et c'est à ce titre-là que le président de notre chambre, honorable Vital Kamerhe, a envoyé la délégation qui a été conduite par honorable Lambert Mende. Bien sûr, c'était à lui de donner les comptes rendus devant la presse, et de l'attendre le mois venu, mais je vais vous dire quand même quelques éléments de ce que je pense qui peuvent être dits pour la consommation. Donc, nous avons agi dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Ça veut dire quoi? Nous avons été envoyés auprès de nos homologues ougandais, les députés nationaux de l'Ouganda, qui d'arrêter à vacances parlementaires pour pouvoir aborder certaines questions. Voyez-vous, nous avons par exemple, entre autres, parlé des problèmes de la démarcation des frontières. Nous avons parlé des mouvements de personnes. Vous savez que la Ituri, elle a une grande frontière avec l'Ouganda. Et pas pour le moment, il y a aussi beaucoup d'échanges commerciaux entre l'Ouganda et notre pays de l'Ituri. Donc vous voyez qu'il y a une relation qui existe. Alors, il était question également de discuter avec nos homologues ougandais de la sécurité des hommes d'affaires congolais et ougandais et vice-versa. Il était aussi question qu'on comprenne comment se passent les mesures qu'on a prises par rapport au visa, par exemple. L'Ouganda a supprimé les visas et de notre côté, nous continuons à les faire payer. Donc, dans les principes de l'EAC, nous continuons, nous ne payons pas les visas, mais chez nous, ils payent. Il fallait qu'on en discute. Un autre problème aussi que les députés ougandais ont déposé, c'est par exemple les opérations contre les ADF. Ils ont préféré que cela puisse continuer dans la mesure où les ADF étaient d'abord beaucoup plus les ennemis des Congolais. Ils sont au Congo, ils tuent des Congolais, des Congolaises. Alors, ils étaient d'accord pour que l'on puisse continuer avec les opérations contre les ADF. Alors, par ailleurs, il y a également d'autres questions. Par exemple, la politique de l'Ouganda face à la rébellion. Pour l'Ouganda, il dit, bon, lui, il n'est pas pour la guerre. Voyez-vous, l'Ouganda n'est pas pour la guerre. Pour eux, ils veulent que tout se termine d'une manière politique. Et l'Ouganda, lui, il vit du commerce. Il n'a pas besoin de la guerre avec le Congo, dans la mesure où lui, il vit du commerce. Il vit du commerce. C'est la raison pour laquelle ils sont dans les schémas politiques. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre au Congo. Ils sont dans les schémas politiques. Quand on dit politique, il faut discuter. S'il y a des problèmes, on en discute et on y trouve une solution. Voilà d'une manière ramassée ce que je vais vous dire à l'instant par rapport à la diplomatie parlementaire que nous avons menée à Kampala. C'est vrai, les gens ont cru que nous allions, je ne sais pas faire quoi à Kampala. Non, nous sommes restés droits dans notre rôle, celui de la diplomatie parlementaire. Voilà ce qui s'est passé à Kampala. Alors, on aura parlé à partir d'Aru. Quel est le message particulier que vous lancez d'abord à la population iturienne, mais aussi à tous les Congolais qui vivent à l'étranger, comme des étrangers qui vivent chez nous? Très bien. À la population iturienne, je crois que quand on regarde Aru, c'est-à-dire la paix, elle est possible. Mais si la paix, on l'a à Aru, la sécurité à Aru, pourquoi on ne peut pas l'avoir ailleurs? Donc nous ne devons pas perdre
l'espoir. Moi, personnellement, moi, je ne peux pas. J'étais kidnappé par Codeco, non? Vous allez chercher la paix, on m'a kidnappé. Mais ça ne m'empêche pas de toujours continuer à discuter avec Codeco pour leur dire non, non. Nous sommes appelés à aller vers la paix. Vous voyez? Parce que l'espoir est permis. Les Ituriens ne doivent pas se décourager. Nous devons continuer d'une manière permanente à chercher comment nous devons arriver à retrouver la vraie paix. Pourquoi? Si aujourd'hui nous avions vraiment la paix dont on a besoin, nous serions avancés. Regardez Aru. À Aru, ici, nous avons des industries. Nous avons des grands commerces ici. Les affaires se font normalement, c'est parce qu'il y a la paix. Donc si cela a été fait partout en Ituri, je crois que nous serons une des provinces qui serait aviée par beaucoup de personnes. Alors à ceux qui sont à l'étranger, je crois que le Congo ou l'Ituri n'est pas nécessairement les mouroirs. C'est vrai, il y a des groupes armés, mais l'espoir, il est permis. Et nous devons travailler chacun ce qui les concerne pour que tout se passe dans la bonne direction de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. On ne peut pas prier sans la paix, on ne peut pas faire les affaires, tu ne peux pas aller au champ, tu ne peux pas étudier. Donc, il faut d'abord la paix, la sécurité pour tout le monde. À ceux qui sont à l'étranger, ça dépend de ce qu'ils ont choisi. Il y en a qui travaillent à l'étranger, on ne sera pas demandé de revenir ici. Mais il y a ceux-là qui sont des réfugiés. Hein? Nous devons faire un effort pour que cela revienne ici. On se sent mieux chez soi. La vie des réfugiés, c'est une vie très, très, très difficile. Moi, j'en ai vu aux Pays-Bas. Là où il y a les droits de l'homme entre guillemets, j'en ai vu là-bas. Mais ils veulent toujours rentrer dans leur pays. Parce que chez autrui, c'est chez autrui. Mais chez vous-même, dans une cabane, vous vivez, ça fait de la joie. Donc, à ceux des réfugiés qui ne perdent pas l'espoir, nous travaillons jusqu'à notre mort pour que la paix revienne. On va pas se décourager. Nous devons un jour être fiers d'avoir une province pacifiée où nous vivons chacun sans distinction aucune d'une manière la plus belle. Mon territoire, c'est le foyer d'hostilité, de tuerie. Et là, nous y sommes. Nous ne devons pas nous décourager et on ne va pas laisser à ceux qui continuent à faire le mal, de continuer à le faire. Voilà ce que moi je veux dire. On va peut-être finir par votre témoignage sur votre territoire qui est le foyer des hostilités. Peut-être que ça pourrait changer la donne pour les autres qui sont dans les autres territoires. Les conséquences en fait sur les territoires de ces hostilités qui perdurent. Non mais vous savez, Ndjougou est complètement détruit. Disons la vérité. Oui, les quelques centres que vous pouvez voir, mais ils vivotent. Il n'y a pas l'agriculture là-bas. Ndjougou, les commerces, ça se fait sous le stress. Les écoles, tu as même vu, on a même fermé 2 paroisses, voyez-vous. Donc, Ndjougou est devenu un foyer d'hostilité et les gens vivent sous stress permanent. Moi, je suis de Ndjougou et ça fait très, très, très mal. À l'heure où nous parlons, par exemple, ça ne marche pas là-bas en Ndjougou. Il faut dire la vérité. On a tué les gens, on a arrêté des personnes, il y en a qui sont pris en otage, on a dévasté les champs, donc on a coupé le maïs, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais alors, où allons-nous exactement? Ndjougou. Et pour Aru, pour Mangi, on va dire quoi? Quand vous partez de Aru pour aller à Bunia, vous allez par Ndjougou. Que ce soit en avion, que ce soit par le lac, vous passerez par Ndjougou. Que ce soit, je dis bien, en avion, que ce soit par le lac, vous passerez par Ndjougou. Donc, le Ndjougou doit vraiment se réveiller et finir avec ça. Franchement, tous les voisins sont gênés. Aru, des fois, vous voyez des filles ou des fils de Aru qui tombent, qui meurent. Rappelez-vous, on a brûlé les véhicules des commerçants. Un véhicule qui coûte $100,000. On l'a calciné. Il est devenu qui? Il est fini. D'un seul coup, le véhicule est brûlé. Vous trouvez sur le RMS, c'est déjà côté. Il n'y a personne avec personne. Il va faire son commerce, il va voyager. On est tout. C'est un Dieu.
Voilà. Donc moi je crois que mon territoire a un grand rôle à jouer. Nous qui sommes leaders de ce coin là-bas, nous avons un grand travail à faire. Si nous se calmons, les choses vont aller dans le bon sens. Et là, je lance un message aux groupes armés. Nous avons les Kodeko là-bas, nous avons les Zaïr, nous avons les Mapi, en tout cas, il ne sais pas combien là-bas. À tous ces groupes armés-là, moi je leur demande, à un moment donné, qu'ils se mettent d'abord, qu'ils se mettent à la place des personnes. Je demande à chaque groupe armé de définir clairement la feuille de route. Qu'ils se disent, voici ma feuille de route. Je suis arrivé à la fin ou pas. Parce que ça, c'est là. Alors, c'est du désordre et ça devient comme le Kosovo. Chaque groupe armé doit définir sa feuille de route clairement. Pour dire, moi, voilà ce que je pense. Pour terminer avec cette histoire ici de la sécurité, voilà ma décision, voilà ce que j'ai pris comme engagement. Ils en ont pris beaucoup. Une fois on était à Russie, on a fait une très bonne réunion, mais qui n'a pas avancé. À cause de certaines complicités certainement. Mais nous, d'un jour que nous devons travailler, tout ce que vous avez là-bas, et il faut qu'ils cessent avec ça. Ça ne va les amener nulle part. Au contraire, nous perdons les gens, et le territoire est détruit. Et c'est l'image de tout le tourisme qui est sali. Donc, cela doit cesser. Voilà le message. Il faut suivre les appels de Aru, où il y a plusieurs ethnies qui vivent ici. Plusieurs. Et du coup, Aru est devenu également un lieu de refuge pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, l'exemple de Aru est à suivre. Et cela est très important. Voilà. Honorable, permettez-moi, je vous vois pour la toute première fois et je suis trop intéressé par ce que vous dites, parce que moi je viens d'Yotulé. En fait, qu'est-ce qui fait les causes profondes de tout ce qui se passe à Djougou? C'est quoi? Est-ce que c'est nos minéraux? Est-ce que c'est tout simplement l'activisme des jeunes ou on a des complicités au niveau extérieur? Non. Écoutez, la première chose c'est quoi? Nous avons un territoire qui appartient à l'État congolais. Je vous ai parlé avant du plan de la sécurisation. Pourquoi l'État congolais n'est pas capable de déployer les forces de l'ordre et de sécuriser tout le monde? Pourquoi? Pourquoi l'État continue à faillir? Ça, c'est la première des causes. Pourquoi je dis ça? S'il y a un conflit foncier entre, je sais pas, Lendou et Hema, c'est l'État qui est le garant pour tout le monde. L'État doit dire à, je sais pas, Lendou, ça, ce n'est pas correct, voilà ce que dit la loi. Et c'est Hema qui est à côté dit non, toi, ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Mais l'État est absent. Ça, c'est la première des causes. Ouais, l'État est là. Autrement, c'est l'État ici, c'est vrai. Mais tu verras qu'une grande partie du territoire, disons, de la population, est contrôlée par les groupes armés. Ça, c'est la vérité. Alors, l'État est d'abord le premier responsable. Il n'arrive pas à restaurer son autorité. Ça, c'est la première des causes. Deuxièmement, il y a aussi des conflits entre des communautés qui ne sont pas également résolus. Il y en a. Et vous verrez vite, à travers les groupes armés, vous voyez tel. Et on tue les gens d'une manière identitaire. L'autre appartient à telle ethnie, on les tue. L'autre appartient à une autre ethnie, on les tue. Et souvent, des fois, il y a des innocents qui tombent, vous trouvez l'Ogbara qui est tué, Nalou qui est tué. Mais en fait, les deux là, ils ont des problèmes sur le plan identitaire. Donc, ça c'est là. Troisièmement, pourquoi ces conflits ont aussi perdu les groupes armés? Lorsqu'ils disent qu'ils ont un cahier de charges, l'État devrait vider ce cahier de charges-là de sa substance. On laisse. Et l'État à Kinshasa, on prend des décisions là-bas sans tenir compte des réalités du terrain. Et souvent, on aboutit à un échec. Quelqu'un vous dit qu'il souffre de la malaria, vous lui donnez le paracétamol. Ou vous lui donnez les antibiotiques. Il ne guérira pas. Jamais. C'est ça le problème. L'État ne se manifeste pas comme il se doit. Je ne me connais pas l'État. Mais ce qui est vrai, le constat fait est que l'État n'arrive pas à restaurer son autorité.